Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui révèle à travers une mise en scène les conditions de travail dans les années 1900. Alors, on commence aujourd'hui notre présentation sur l'évolution de la fonction RH. Et comme vous avez vu à travers la vidéo précédente, l'époque du 19e siècle était marquée par l'apparition d'une nouvelle catégorie sociale et qui sont bien évidemment les ouvriers et les ouvrières industriels. Il faut noter aussi que cette période était pointée au doigt, vu le travail des enfants dans des conditions à haut risque d'accident de travail, sans aucune protection sociale, ni sécurité, ni hygiène de travail. Et il faut dire aussi que la durée du travail était très longue avec des salaires bas et discriminatoires. Et si on veut entamer l'évolution de la fonction ressources humaines, il faut signaler que cette évolution est marquée par deux dimensions évolutives qui se sont construites parallèlement. Une évolution chronologique et une évolution des écoles de pensée. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur l'évolution chronologique et les principales périodes qui ont marqué cette évolution. Et notre première période clé remonte bien avant la Première Guerre mondiale en 1914, où la fonction personnelle n'existait pas. Et le commencement plutôt sera l'époque de la révolution industrielle en 1760, qui était une phase d'intense transformation de l'industrie. Il faut dire que la révolution industrielle a engendré la création des premières usines, une phase d'intense transformation de l'industrie, caractérisée par l'utilisation de nouvelles techniques, le développement de nouvelles branches d'activité et une forte croissance de l'activité. Alors il a fallu recruter la main-d'œuvre et assurer l'ordre de travail des ouvriers, et ceci était effectué par les directeurs et les contremaîtres. Allons-y voir la réglementation sociale et son évolution pendant la phase de l'essor de l'industrialisation et l'année 1880. On va commencer par 1841 où la loi qui va interdire le travail des enfants de moins de 8 ans va naître et qui va aussi limiter la journée de travail à 8 heures pour les enfants de 8 à 12 ans et 12 heures pour les enfants de 11 à 16 ans. Et puis en 1874, la création de l'inspection de travail va apparaître et elle va être chargée de veiller au respect des lois sociales. Et puis dans la même date, on va voir la promulgation d'une loi interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans. Alors là, on va voir que les tout premiers services du personnel vont apparaître dans les grandes usines, et ça à partir de 1880, et leur rôle se limitait au recrutement et l'affectation des ouvriers. Donc on passe à 1884, où la promulgation de la loi dite Waldeck-Rousseau, il va instaurer la liberté syndicale, et on va voir que le syndicalisme il est toléré, et on va voir aussi la naissance de l'association professionnelle des ouvriers et des patrons, et qui va devenir légale en France en 1884. Dans la même date et en juin, on va assister à une adoption de la loi sur l'assurance contre les accidents du travail. Et quelques années plus tard, en 1892, une loi va apparaître qui va limiter et réglementer le travail des femmes et des enfants et qui va organiser le corps des inspecteurs du travail. Une année plus tard, en 1893, on va voir la promulgation d'une loi sur la sécurité et l'hygiène de travail. Et suite aux grèves en 1906, le poste de responsable de recrutement va être créé dans un grand nombre d'usines avec une mission principale de ne pas embaucher les ouvriers qui sont politiquement engagés. En 1906, on va voir l'instauration d'un repos obligatoire hebdomadaire de 24 heures et qui est voté en 3 juillet 1906. Alors, en octobre, dans la même date, on va voir la création du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Et juste après, la Première Guerre mondiale va apparaître, donc la plupart des hommes ils vont partir à la guerre. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on va assister à la création effective de la fonction responsable du personnel dans un contexte où les salaires étaient très 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 bas et le travail très peu réglementé. On va assister à une pénurie de main-d'œuvre et des difficultés à embaucher et fidéliser les salariés. Et afin de pallier à cette crise de main-d'œuvre, les services du personnel vont être généralisés dans toutes les grandes entreprises et leur principale mission était d'organiser, contrôler le travail, assurer la gestion des conflits, garantir la bonne gestion des salaires et la fidélisation des meilleurs employés. En 1919, une nouvelle loi va apparaître qui va réglementer les heures de travail. Alors la journée de travail va être fixée à 8 heures et la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. Et dans la même année, en 1919, il était marqué aussi par la création de l'Organisation internationale du travail. Et on arrive à la période de la crise économique mondiale, qui était bien sûr marquée par une refonte profonde de l'ordre économique et politique mondial. Une crise qui a fait émerger un chômage de masse et de sociétés démocratiques fragilisées. Alors la réaction de tous les États au début de 1930 est d'encourager l'industrialisation pour pallier à la baisse des importations et répondre à la demande interne. Et bien sûr, il s'agit également de relancer l'embauche, une orientation qui a été systématisée pendant aussi la Seconde Guerre mondiale. Alors, et on voit après la crise mondiale en 1936, la signature des accords de Matignon, où les semaines ils vont être limités à 40 heures sans perte de salaire avec un congé payé. Et on va voir les assurances sociales et des conventions collectives qui sont très avantageuses. Et puis, si on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé pendant cette période, on voit que les lois sociales et les besoins de gestion du personnel vont absolument, impérativement, plutôt provoquer la création d'un service personnel à partir des années 1936. Et là, ces services ils vont commencer à s'intéresser aux relations sociales avec les salariés et les syndicats lors de l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Ainsi, les activités du service personnel auront pour objet l'application des conventions collectives et le dialogue avec les organisations syndicales. Et c'est principalement après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que les services du personnel vont s'étoffer et se diversifier pour devenir fonction personnelle. Et les premières activités du service personnel seront autour du recrutement, l'affectation des personnes dans les ateliers, et puis ensuite intervienne la centralisation de la fonction et de la recherche d'harmonisation, une harmonisation des procédures de notation, des systèmes de paie, et puis une prise en compte des syndicats et des facteurs humains. Alors là, on opte pour moins de brutalité dans la gestion des hommes au sein des usines. Et là, on passe à notre fameuse époque appelée les 30 glorieuses entre 1960 et 1980. Alors pourquoi les 30 glorieuses pourquoi il est appelé de telle façon? Parce que cette époque, elle a transformé les modes de vie et les structures de la société. Alors le contexte, il était propice à la pérennisation des pratiques de gestion du personnel, sous l'impulsion du Fordisme, de la standardisation et de l'uniformisation des emplois, ainsi que du prestige de l'organisation bureaucratique. Alors à cette époque il s'est développé aussi le courant des relations humaines qui va mettre l'accent sur le facteur humain et la prise de conscience
que la motivation et la performance, ils sont liés étroitement aux conditions de travail et à la qualité des relations humaines dans l'entreprise. Et durant cette période des 30 glorieuses, on va assister à un développement remarquable de la fonction personnelle et la naissance du courant des ressources humaines. Et la fonction personnelle va se caractériser notamment par une centralisation et une homogénéisation des statuts, une professionnalisation de la fonction et recherche de cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Et là, pour la première fois, on va assister à l'apparition de la fonction dans la stratégie de l'entreprise. Le coût très important que représentent les salaires pour les entreprises au début des années 1980, il va devenir un poids qui va vraiment très lourd déjà et qui va pénaliser le développement des entreprises. Alors, il y aura une évolution même sémantique qui va marquer une nouvelle ère et qui va favoriser le transfert de la fonction personnelle vers une fonction ressources humaines. Cette fonction ressources humaines elle va revoir la manière de recruter, de rémunérer ou encore de faire évoluer les salaires dans les entreprises. Alors à partir de 1990, les entreprises vont se rendre compte que leurs ressources techniques et humaines peuvent leur permettre de développer une stratégie différente de celle de leurs concurrents et peut-être plus efficace. Là, la fonction RH va participer aux réflexions qui vont aboutir à la définition de la stratégie de l'entreprise. Il faut dire que l'année 1990, il a connu la naissance de la dimension stratégique, la vraie dimension stratégique de la fonction de la gestion des ressources humaines qui devient l'un des véritables artisans de la politique de l'entreprise. Depuis les années 2000, il va falloir que les entreprises deviennent vraiment innovantes, ce qui implique qu'elles disposent des salariés et aux compétences rares. La fonction RH devient donc un acteur clé. Son rôle consiste désormais à développer le capital humain de l'entreprise pour lui assurer un avantage compétitif durable. Cela passera bien sûr par un recrutement plus talentueux, une fidélisation, une formation régulière. C'était en gros, les phases chronologiques de l'évolution des ressources humaines. Et si on veut faire une conclusion générale de ces phases, on peut dire que l'évolution chronologique a été marquée par 4 grandes phases. Là où la phase n'était pas encore identifiée et c'était bien avant 1914, et puis la naissance de la fonction personnelle vu le développement de la réglementation sociale, et c'était entre 1914 et 1946, et puis le développement de la fonction et l'essor de la fonction personnelle qui était durant les années 1960 et 1980, appelées aussi les 30 glorieuses. Et puis, on va assister à une reconnaissance accrue de la fonction ressources humaines à travers la période de 1980 aux années 2000. C'était une vidéo sur l'évolution de la fonction RH, une évolution chronologique. Je vous remercie et à la prochaine.